Bonjour, merci d'être là pour la rencontre qui s'appelle Lu Weifang et ses dessinateurs. On démarre avec un petit peu de retard. Alors, ça va être un peu placé sous le signe de l'improvisation dans le sens où je ne devais pas être au départ la personne qui anime cette rencontre, mais elle a été empêchée par des problèmes familiaux un peu embêtants. Et puis, il devait y avoir parmi les dessinateurs invités Philippe Dupuis, qui lui a été trahi par la SNCF, maîtresse de nos destinées. Voilà. Mais on est très heureux, puisqu'il est très avantageusement remplacé par Michael Sterkeman, qui est le monsieur barbu qui est au milieu, là. Voilà. Il y en a un qui a des lunettes sur la tête et l'autre pas. Michael n'a pas de lunettes. On va commencer. Lu Weifang, scénariste, né au Laos il y a quelques années. Il y a tout juste 19 ans, c'est exactement ça. Qui donc est scénariste, mais qui est également romancière, qui a également travaillé pour le théâtre, qui a fait des films aussi, du cinéma. Qui travaille donc le texte, mais beaucoup pour les images, mais pas uniquement, parce qu'elle a également écrit un roman que je vous recommande chaudement, dont le titre m'échappe pour l'instant, mais que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. L'imprudence, chez Actes Sud. Voilà, exactement. Donc, une pratique très variée de l'écriture. Et elle a travaillé en tant que scénariste de bande dessinée avec pas mal d'auteurs. Et on en a donc réuni 3 ici. Pour commencer tout au bout, Frédéric Peters, que tout le monde... Alors, j'ai fait des fiches parce que je ne veux pas oublier des trucs importants. Excusez-moi, le voilà. Donc, qui est né il y a aussi quelques années à Genève, qu'on a connu à partir en 2001 avec l'album Pilule Bleue, qui a beaucoup marqué, qui a fait un certain nombre d'albums tout aussi marquants comme Lupus, Coma, qui a plus récemment travaillé sur sa plus dernière, toute récente série, c'est Saint-Elme, que je vous recommande chaudement également. Mais il a travaillé avec la série Hergé avec Pierre Dragon, Rumination avec Pierre-Oscar Lévy. Enfin, il y a une belle bibliographie. Et avec Lu Weifang, il a fait en 2016 un album absolument génial qui s'appelle L'odeur des garçons affamés. J'espère que vous avez lu ça, qui est un drôle de western. À côté de Michael, nous avons Hugues Micol. Alors voilà, lui je l'ai aussi. Né du côté des années, fin des années 60, quelque chose comme ça. On va dire ça. Qui a fait les arts graphiques à Paris, qui a commencé comme illustrateur. Oui. Bon, mais, Voilà. Et puis qui est arrivé... Alors, je crois que tu as toujours aimé la BD, mais tu n'en faisais pas au début, c'est ça? Non. Voilà. Non, j'en faisais et pas. Puis, moi, quand j'étais, à l'âge où on commence, c'était la BD était un peu dans le creux de la vague. Vous voyez, c'était le truc qui parlait moins aux jeunes qui faisaient du dessin. Et c'est revenu avec l'assaut, enfin cette génération-là, en fait. Et donc, en 2000, justement, Chiquito la Muerte avec Jean-Louis Capron. Et puis après, beaucoup de séries. Alors, des séries ou des albums faits comment tu dis, ambivalent, que tu as fait tout seul, Oui. Et puis d'autres que tu as fait avec des scénaristes comme Éric Adam, David B, Terre de Feu, qui était un très beau bouquin. Tu as travaillé avec Gwen de Bonneval, et seul tu as fait des bouquins assez spectaculaires pour moi, qui sont Séquelles, Tumulte en 2015, qui est un livre absolument incroyable. Et puis il y a aussi on ne va pas dire western, mais ça se passe dans l'Ouest, la Scalp, qui est un des livres les plus invraisemblables sur ce monde-là, cette période-là, cet univers, qui décrit une violence qui me semble assez proche de ce que devait être la réalité de la chose, il me semble. Oui, on a essayé en tout cas. Voilà, mais c'est vraiment un bouquin formidable. Et avec Lu Weifang, et ça va être sans doute le sujet de nos discussions, il y a Blackout, il y a quelques années, et plus récemment, Prestige de l'uniforme. Non, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Ben voilà, je me suis trompé. Et donc, Michael Sterkeman, que je connais parce qu'il a été étudiant. À l'époque, c'était l'école de l'image d'Angoulême. Maintenant, c'est l'école européenne supérieure de l'image. On a pris Voilà. Il a appris la BD, qu'il connaissait déjà avant, mais il s'est perfectionné. Et puis depuis, il a fait une jolie carrière. Alors, où est ma fiche? Là, voilà. 5 albums tout seul. Et puis tu as fait 100 000 journées de prière avec Lu Weifang chez Futuropolis. Voilà, tout à fait, un diptyque. Donc voilà. En 2011-2012.
qui est un bouquin tout à fait étonnant, puisque le personnage s'appelle Louis. Tout à fait, oui. Mais je pense qu'on reviendra là-dessus. Il y aura d'autres quiproquos, je pense. Voilà. Alors, moi, ma première question sera pour Louis, c'est comment ça se fait la rencontre avec un dessinateur c'est un projet en particulier, on va le voir, on pense à lui avant, ou on écrit un truc et puis après on se dit tiens, ça pourrait peut-être lui convenir, ou c'est des rencontres qui vont déboucher sur l'envie de travailler ensemble? C'est les deux, mais dans nos 3 rencontres, c'est surtout ma rencontre avec leur dessin, avec leur travail au départ. J'ai connu leur travail avant de les rencontrer en personne. Et c'est en voyant leurs dessins que j'ai eu envie d'écrire pour eux. Et pour moi, c'est de toute façon ça, le point de départ d'une histoire, c'est le désir suscité par le dessin. Alors moi, ça m'arrive pas souvent, en fait, parce que je suis difficile en termes de dessin. Il y a des dessinateurs qui sont extrêmement talentueux, et même dont j'aime le travail. Des fois, ils sont talentueux, c'est pas forcément mon goût. Il y en a, c'est mon goût, mais je n'aurais pas forcément envie de travailler avec eux. Enfin, il se passe rien de spécial. Et il y en a certains pour qui j'ai vraiment très envie de travailler avec, parce que j'ai envie de faire quelque chose avec leurs dessins. J'ai envie d'imaginer une histoire pour les emmener quelque part avec moi. Et donc, tu penses à quelque chose, ou tu les appelles, ou tu leur envoies un mail, ou ça se passe comment? Tu viens avec un projet, ou tu prends d'abord contact en disant on va essayer de travailler sur quelque chose qui soit au départ un terrain commun, ou tu as déjà une... Pour le cas de Hugues et de Michael, c'était le cas. J'avais un projet, une histoire, et j'ai tout de suite pensé à eux pour l'incarner, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du frottement entre l'histoire et leur type de dessin qui, moi, me stimulait. Et quand tu parles de frottement, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas forcément le choix le plus évident pour le type d'histoire. Par exemple, pour Prestige de l'uniforme avec Hugues, qui était notre première collaboration, c'est une histoire de super-héros. Mais c'est une histoire de super-héros que je voulais raconter à ma manière, c'est-à-dire de manière pas spectaculaire, plus intimiste. Et je ne voulais pas un dessin de comics américain. Je voulais quelque chose qui soit presque le contraire, quelque chose qui soit plus âpre, dérangeant, pas du tout lisse. Et Hugues était la seule personne à qui je pensais pour dessiner ça, et j'ai eu de la chance qu'il accepte. Et pour Michael, c'était l'histoire de 100 000 journées de prière, c'est l'histoire d'un génocide, le génocide cambodgien, vu à travers les yeux d'un enfant, et je voulais un dessin très doux, rond, qui rappelle l'enfance, et je voulais ce frottement entre la douceur du dessin de Michael et la dureté de mon récit. Et pour Frédéric, nous on était édités chez Atrabile, c'est là qu'on a commencé tous les deux, et moi j'ai toujours adoré le travail de Frédéric. Et je me disais, Frédéric, il écrit aussi très brillamment, il n'aura jamais besoin de moi. Et en fait, c'est Frédéric qui est venu vers moi en me demandant si je n'avais pas un scénario pour lui, qui traînait dans un tiroir. Et je me suis dit, non, et puis je ne vais pas récupérer un scénario dans un tiroir pour toi, je préfère l'écrire sur mesure, et voilà, imaginer quelque chose qui taille vraiment sur mesure. Et ça, c'est un grand plaisir de travailler avec des gens aussi talentueux, de se dire on a ces talents sous la main, on a ces dessins incroyables sous la main, qu'est-ce qu'on va en faire? Et le plaisir, c'est de vraiment tailler un scénario sur mesure pour eux, quoi. Et juste, pardon, ça m'intéresse. Avec Peters, l'idée de western, c'est toi ou c'est lui qui a dit « Oh, j'aimerais bien un western Tu fais mon boulot, super. » Non, ça m'intéresse. C'est moi, parce que quand Frédéric m'a demandé ça, je lui ai dit « Écoute, je vais réfléchir. » Et puis on s'est vus quelques mois plus tard, on a déjeuné ensemble, et je suis venue avec 3 propositions, dont une qui était ma préférée, c'était le western. Les 2 autres étaient un peu fantastiques, comme ça, je me souviens pas exactement des 2 autres.
Et j'espérais secrètement que tu choisisses le western. Et voilà, tu as choisi le western. Et j'étais ravie parce que j'avais déjà des images en tête, d'histoires de paysages, des paysages organiques. Mais tout de suite, en fait, je crois que le truc magique avec le dessin, c'est que quand ça marche, quand on rencontre un dessin qui plaît et qui déclenche ce désir-là, en fait, on ouvre un robinet et les visions arrivent. Et c'était Jean-David Morvan qui a raconté ça hier, où on a des thèmes, on a des obsessions, on a des choses qui nous habitent tout le temps. On est traversé par des sujets. Et en fait, la rencontre avec un dessinateur, c'est l'étincelle qui va faire naître l'histoire. Et c'est la chose sur laquelle on va s'accrocher pour projeter toutes ces obsessions. Alors, si on... Disons qu'on sait comment ça s'est passé avec Frédéric, mais dans le cas de Hugues et de Michael, quand vous êtes contacté par Louis, comment ça se passe? C'est une surprise, Disons, en tout cas, dans mon cas, avec Lou, on se connaissait déjà un petit peu quand elle m'a proposé le scénario de 100 000 journées de prière. Donc on avait déjà une sensibilité commune. Je pense qu'on se connaissait déjà suffisamment bien. On savait qu'on aimait à peu près les mêmes choses, qu'on avait déjà aussi des affinités. Donc c'était relativement simple. Et puis, quand elle a dessiné devant moi les grandes lignes de ce récit, donc qui parle en partie de son histoire, de son vécu personnel, de la trajectoire de sa famille, et qui résonne aussi durement avec l'actualité qu'on vit en ce moment. Moi, ça m'a tout de suite touché. Et puis, connaissant son univers, sa sensibilité aussi, sa façon de travailler, moi, j'ai dit oui tout de suite. Parce que ce que j'aimerais aussi vraiment souligner, c'est qu'avec Lou, il y a une façon de travailler qui laisse beaucoup d'implication pour le dessinateur. En tout cas, moi, vraiment, j'ai pris son histoire qui laissait suffisamment de marge et de place pour prendre le récit à bras-le-corps, le découper, le rythmer. Et après, à base d'échanges, on a retravaillé ce découpage. Et ce qui fait que c'est extrêmement plaisant. On se retrouve à faire un vrai travail en commun, nourri d'échanges. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et puisque je suis en ce moment aussi de travailler sur un projet en collaboration, on a retrouvé ce même type de fonctionnement avec Christian Périssin, qui est d'ailleurs présent dans l'expo Écrire, c'est un métier, et où le dessinateur a suffisamment de place pour rythmer le récit un peu à sa guise. Voilà. Moi, c'était assez... Enfin, la première fois, moi, je connaissais pas du tout Lou. Et c'est arrivé par l'intermédiaire de Gnedig, qui travaillait, éditeur, Sébastien Gnedig, qui travaillait chez... C'était Dupuis à l'époque. Mais moi, j'ai reçu le scénario, j'ai dit oui, parce que je suis un gars assez simple, et puis pas me compliquer. Enfin, c'était, voilà, j'ai suivi le truc. C'est assez simple, en fait. Et après Blackout, si on en avait parlé, je pense que c'est un projet qui a mûri pendant longtemps. Elle m'avait parlé d'une histoire comme ça, hollywoodienne. J'ai dit pourquoi pas. Et puis ça s'est fait pareil, mais assez simplement, hein. Et par exemple, dans le cas de Blackout, le choix du noir et blanc, c'est quelque chose que tu as décidé ou que Lou a suggéré? Je pense que Lou, il me semble qu'elle voulait un peu de couleur. Hein. Ouais, elle voulait de la couleur. Et puis, en fait, je trouve que ça a été aussi des raisons budgétaires et des raisons... Non, mais c'est vrai, faire un gros bouquin et de boulot. Enfin... Et puis, moi, je le sentais bien en noir et blanc. Je pense que j'étais dans une phase noir et blanc. Voilà. Mais c'est simple, hein. Et vous recevez quoi? Alors maintenant, avant, c'était des feuilles de papier. Vous recevez des courriels avec des pièces jointes. Oui. C'est complètement découpé. C'est une nouvelle. Prestige, je sais plus. Prestige, si c'était des, il n'y avait pas des cases. Hein. Non, je découpe jamais. Non. Mais ce qui est marrant avec l'écriture de Lou, non, elle découpe pas, mais pourtant on sait que c'est la fin de la page. Enfin, vous voyez, quand on fait son découpage, c'est assez évident. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir de galère particulière. Hein. Alors, techniquement, on appelle ça un rouleau, quoi. C'est-à-dire qu'on a un rouleau. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, il y a des scènes. Alors, on sait qu'on a une scène, on va devoir la découper en 5-6 pages, voilà. Et ouais, ça pose pas de problème. Mais j'ai pas le souvenir. Frédéric, pareil. Sur ce qu'on reçoit comme... Ouais. Oui, absolument, c'est ça. Ouais. Non, rien de plus. Non, mais l'histoire de qu'on tombe en fin de page au bon endroit, etc. C'est une chose que j'ai constaté souvent avec d'autres gens aussi. Hein. Donc je ne sais pas si c'est aussi
est-ce que les bons scénaristes simplement ont intégré une forme de rythme qui est liée à celui de la bande dessinée, ou est-ce que nous, en lisant, il y a une part d'inconscient qui fait qu'on est déjà en train d'organiser le truc pour... je sais pas. Mais c'est pas une magie particulière. Et moi, je n'ai bossé qu'avec... Quand je bosse avec des scénaristes, là, j'ai pas eu besoin de le demander. Enfin, si, d'ailleurs, je l'ai peut-être demandé, mais tu m'as dit pas de problème, parce qu'en fait, je ne découpe pas. Mais moi, je demande toujours absolument aucune indication de découpage, parce que c'est là qu'est l'intérêt principal du boulot. Hein, donc, c'est le dessinateur comme metteur en scène, alors. Alors, là, je constate que tout le monde fonctionne comme ça, et que Lou fonctionne comme ça avec les autres. En fait, ce que je savais pas... C'est intéressant cette discussion, mais j'apprends des trucs. Mais là, sur le stand Delcourt où j'étais là, je discutais avec... Et je constate qu'en fait, non, il y a beaucoup de dessinateurs qui demandent que ce soit découpé, hein, parce que sinon, ils se mettent à trembler. On parlait de Goscinny avec Lou hier au même endroit. Et Goscinny rendait d'abord un synopsis avec un paragraphe par page. Et ensuite, chaque page était découpée avec à gauche ce qu'il y a dans les cases, le nombre de cases et ce qu'il y a dans les cases, et à droite le texte. La technique du cinéma américain classique. Et il a toujours travaillé comme ça. Et c'est très marrant de voir qu'il y a beaucoup de scénaristes qui fonctionnent encore comme ça, mais aussi beaucoup d'autres qui ont des méthodes très très diverses. Pyrrhus et Mezzo, Pyrrhus, il donne un scénario, vous voyez, qu'on fait le roi des mouches et tout, c'est ultra précis. Hein. C'est tout en bas par terre. Dessine aussi. Peut-être, ouais, et puis qu'il est un peu suisse aussi. Mais non, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment en bas. Ça te pose un problème ou Pas du tout. Quand j'ai un respect infini pour ce côté carré, quoi. Mais c'est impressionnant. C'est vrai que moi je reviens de l'expo Goscinny et justement il explique qu'effectivement il a une façon très précise d'organiser le récit, c'est très, très méticuleux et il dit en fait oui il faut savoir où on va et tout, les gens qui fonctionnent page par page c'est pas bien, mais ce qui est intéressant justement dans l'expo qui est juste à côté, écrire c'est un métier, c'est qu'on découvre justement la façon de travailler de chaque scénariste avec l'écriture. Des choses qui sont... La petite écriture de Goscinny là, très clac. Ouais, on sent que... où on tombe devant une espèce de tableau de Gwen de Bonneval avec une écriture de pattes de mouche. Enfin, Morvan aussi, c'est assez particulier. C'est très intéressant de découvrir ça. Mais c'est effectivement avec Lou, je vois que pour tous les trois, on a fonctionné un peu tous de la même façon. Mais je pense que tu fais tout le temps comme ça. Enfin, mais moi, en fait, je viens pas de la bande dessinée. Je suis pas du tout érudite en bande dessinée. Je suis pas une geek de la bande dessinée. J'ai beaucoup de lacunes et tout ça. Moi, j'ai une formation littéraire et j'ai une formation du cinéma théorique, et donc mes scénarios ressemblent plus à une continuité narrative de cinéma. Je ne fais pas de découpage, mais j'indique les valeurs de plan, gros plan, plan large, parce que c'est des choses que j'ai étudiées en cinéma sur la sémantique de l'image, que voilà, la portée émotionnelle d'une phrase va dépendre de si elle est en plan large ou en gros plan, ou hors champ. Et ça sont des choses que j'indique aux dessinateurs parce que j'ai cette vision-là aussi dans la tête. Quand j'écris, j'ai mon film qui se passe et je décris juste ce que je vois, juste pour communiquer la sensation de l'histoire que j'ai. Mais ensuite, les dessinateurs, libre à eux de l'interpréter comme ils veulent, de faire la mise en scène pour retranscrire cette même sensation. Donc des fois, ça tombe pareil. J'ai l'impression que la plupart du temps, ça tombe pareil, mais des fois, ma théorie ne fonctionne pas graphiquement et qu'il faut une autre manière de dire la chose. Et ça, c'est super intéressant de voir l'interprétation du dessin par rapport au scénario. Et c'est des sujets de discussion entre toi et le dessinateur en question, ou c'est des choses qui se font et que tu découvres après? Tu fais la question dite autrement, tu fais entièrement confiance et tu regardes le résultat, ou tu peux de temps en temps discuter, voir. Est-ce que par exemple en cours d'élaboration, tu vois les planches ou tu laisses le dessinateur complètement libre? Alors ça dépend, mais moi à partir du moment où je choisis un dessinateur, je lui fais confiance parce que je sais que je peux lui faire confiance, parce que je sais que moi ce que j'attends de lui, c'est qu'il s'empare du scénario et qu'il en fait ce qu'il veut, quoi, qu'il le dessine comme si c'était lui qui l'avait écrit et qu'il s'y projette complètement. Et je suis pas du tout directive là-dessus. Et c'est mon plaisir aussi de découvrir la planche
telle qu'elle a été ressentie, vue, retranscrite par le dessinateur. C'est génial, c'est un plaisir immense de voir ça, et c'est extrêmement rare que je reprenne. Il faut qu'il y ait un contresens ou un truc qui passe à la trappe et qui est important, une information qui passe à la trappe. Voilà, mais c'est super rare. Et dans le cas de Frédéric, puisque c'est une commande entre guillemets que tu as passée, est-ce que la commande c'était je voudrais un scénario, ou par exemple Lou parlait de paysages, sans parler de western ou d'autres, mais j'aimerais bien travailler justement sur des paysages ou sur des ambiances, des sensations? Non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que moi, ce qui m'avait intéressé, c'était les deux bouquins publiés chez Atraville, c'est-à-dire Geronimo et Panorama. Et ce petit court-métrage qui était une adaptation de Panorama, non? C'est ça, ouais. Et puis, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait des visions là-dedans. Voilà. Moi-même, je fonctionne par, en fait, avant tout, un système de vision quasi chamanique, si on veut. C'est des images qui apparaissent. C'est des images qui conditionnent tout le reste. Voilà. Il y a des moments clés, il y a des images clés qui déterminent. Moi, je peux passer 5 ans à dessiner une série parce que j'ai rêvé l'image qui sera à la fin du dernier volume. Et d'organiser une montagne de scénarios uniquement pour pouvoir dessiner cette image parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et j'ai senti instinctivement, ou peut-être pas, mais si, parce que c'est ce qui s'est produit à l'arrivée, qu'elle fonctionnait probablement un peu de la même façon. Et quand on lit les deux livres en question ou le petit court-métrage, on se retrouve avec des espèces d'images qui restent, quelque chose qui a un goût long, qui reste en bouche longtemps. Voilà, ça m'intéresse. Et puis... il y avait aussi un trouble. En fait, moi, je pense que le premier truc, c'était qu'il y a une sorte de trouble sexuel. Ça, on peut dire, ouais. Omniprésent et qui me touche et qui en même temps n'est pas le mien. Et donc ça, c'est assez mystérieux. Et donc c'est une vision originale, pas stéréotypée et surtout moralement trouble. Et ça, c'est bien. Ah bah c'est le seul truc intéressant. Moi, je me fatigue de la morale en narration, hein, pas dans la réalité, en narration. Voilà. Et donc là, il y avait quelque chose. C'était ça, je pense. Il y a aussi une dimension un peu trouble du point de vue de la sexualité dans le prestige de l'uniforme que vous avez fait tous les deux, Hugues. Est-ce que ça c'est le même type d'intérêt, ou ça fonctionne aussi sur le même genre de vision, ou... À Prestige, c'était plus compliqué parce que je connaissais pas Lou. Et moi, c'est un album que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le scénario, le dessin. J'aimerais bien le refaire. Mais là, je suis dans une période où j'ai envie de redessiner tous mes albums. Mais ça m'arrive régulièrement. Donc, ouais, il y a des choses, je trouve, où j'ai été un peu en dessous. Donc voilà. Non mais moi pardon, j'avais une question pour Lou parce que ça m'intéressait, parce que je suis un fan aussi de Geronimo et Panorama. Et tu disais, toi tu viens de la littérature, et c'est des albums qui sont pas du tout littéraires pour le coup, qui sont, enfin dans mon souvenir, ils sont très peu, il y a peu de dialogue, tu vois, on est vraiment dans quelque chose de très visuel. Donc est-ce que t'avais peur, ou est-ce que parce que t'as un peu quitté ce côté très muet, enfin pas muet, mais je sais pas, c'est une ambiance très particulière qui pour moi est pas littéraire. Alors c'est peut-être ton côté cinéma pour le coup là qui avait pris le pas pour ces albums. En fait, moi j'ai l'impression que c'est bavard, au contraire. Mais c'est la sensation que j'ai. Ouais. Après, quand je dis que je viens de la littérature, pour moi c'est très littéraire dans le sens où c'est les images qui sont suscitées par la littérature, par une certaine littérature. C'est pas faux. En l'occurrence, le nouveau roman. Pour Panorama, c'est le polar japonais des années 20. C'est ça qui me... Et j'aime bien ce truc bizarre de... On va faire de la littérature en bande dessinée et mélanger ça avec du cinéma. C'est un truc... et il ne faut pas faire du roman illustré en bande dessinée. Il n'y a rien de pire. Ouais. Et en fait, le travail du scénariste, il y a des confusions même de romanciers qui font du scénario de bande dessinée là-dessus. Je ne donnerai pas de nom, mais qui pensent que la trace du scénariste, c'est ce qui reste en texte dans le dessin, alors que ce n'est pas du tout ça. Le scénariste
c'est la dramaturgie, c'est l'organisation, c'est le récit, c'est la vision, c'est la traduction d'une sensation en termes de récit. Et je dirais que le texte qui reste, c'est l'écume de ces choses-là, quoi. Et il ne faut surtout pas dire « Ah, je vais laisser ma trace d'écrivain dans le scénario », parce que là, ça donne des dialogues ciselés, comme dirait Jean-David Morvan, qui sont, je trouve, très indigestes. Pour moi, l'intérêt de faire la bande dessinée, c'est de trouver un rapport intéressant entre le texte et l'image. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je sais pour qui j'écris, parce que je vais écrire en fonction de ce dessin. Je vais faire en sorte de trouver un équilibre ou un rapport, une tension qui, moi, en tout cas, me stimule à l'écriture entre mon texte et le dessin. C'est pas du tout une lutte, c'est pas à savoir qui va faire la plus belle démonstration et écraser l'autre. C'est plus comme une espèce de mise en tension où on ne va pas nager dans le même courant, on va pas... donc, moi, une de mes règles, c'est qu'il faut que le dessin et le texte n'aillent pas dans le même sens pour qu'il y ait un court-circuit et que ça crée quelque chose de bizarre. Et quand Frédéric parle de tension sexuelle et de troubles sexuels, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de gauchir mes récits avec de l'étrangeté. Je ne suis pas dans une technique ni un savoir-faire. À chaque fois que je commence une histoire, un scénario, c'est inconfortable parce que je choisis un endroit où je ne suis pas allée. Et je ne sais pas si je vais y arriver, en fait. C'est toujours un grand doute. Mais je ne veux pas m'appuyer sur mon savoir-faire pour y arriver. Donc j'improvise. Et un récit, je ne veux pas qu'il soit bien ficelé, je veux au contraire qu'il y ait des manques, qu'il y ait des vides, qu'il soit gauche, hein, quelque part. Et en tout cas, je le gauchis avec de l'étrangeté parce que ça laisse un espace de mystère pour moi-même que je n'arrive pas à m'expliquer, en fait. Et c'est ce mystère-là qui, moi, me fait avancer dans l'écriture. Et c'est le mystère que tu donnes au dessinateur et à lui de s'en débrouiller. Alors comment vous en débrouillez, vous, dessinateur, de cette étrangeté, de ces manques vous faites, vous êtes conscient, quand vous voyez le scénario, de tout ce que Lou vient de dire? Sans doute pas, mais... Bah si, moi justement, enfin, l'étrangeté ou le côté mystérieux, c'est juste... Enfin, moi je l'embrasse complètement. Enfin, je veux dire, c'est ce que je recherche en tant que lecteur aussi. J'aime pas les choses qui sont trop ficelées. Quand il y a des zones d'ombre, des choses qui sont un peu floues, bah, moi c'est parfait pour moi. J'adore ça moi-même, même quand je peux écrire pour moi. Donc moi j'aime ça. Alors c'est vrai que pour le cas de 100 000 journées de prière, il y avait peut-être pas cette dimension sexuelle ou de trouble qu'on retrouve effectivement souvent dans ces récits. C'était un petit peu plus particulier, il y avait une forme de naïveté, donc c'est un petit peu différent, mais toujours avec un glissement, en tout cas une frontière un peu floue entre le réel et le surnaturel, et ce qui vient révéler en fait certaines choses, mais sans jamais être trop, comment dire, en laissant un espace pour l'imagination du lecteur. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, justement. Pour moi, c'est parfait, en fait. Oui, mais moi, c'est comme je suis enfin, c'est très instinctif, tout ça. Mais je le ressens, puis je vous dis, par rapport à Prestige Uniforme, connaissant mieux Lou, connaissant mieux son travail, après, on s'imprègne de ça. Hein. Des autres albums, même. Hein. C'est motivant de voir ce qu'elle a fait avec... un tel ou un tel, et ça, on comprend mieux où elle veut en venir. Il y a des trucs qu'elle me décrit, je vois très bien quel univers, à quoi elle pense. Alors moi, je l'interprète à ma façon, mais je vois où elle veut en venir quelque part. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a une forme, il y a quelque chose d'instinctif dans ce qu'elle décrit. Est-ce que à votre tour, face au scénario, vous restez instinctif? Moi, complètement. Non, c'est moi qui suis instinctif. Elle est plus cérébrale et intellectuelle que moi. Moi, j'ai un petit côté col bleu. Je fais mon truc, mais je la connais, je sais, je vois, vous voyez, je réfléchis, ces séquences oniriques. Et puis je pense qu'elle pense un peu à moi aussi quand elle écrit. Et que je sais, voilà. Alors les trucs de temps en temps, je suis oh là là, mais elle me croit bien plus fort que je ne suis. Je vais jamais m'en sortir. Et puis, mais ça reste amusant. Mais c'est vrai que c'est plus agréable.
Le premier, La Prestige, je la connaissais pas du tout, mais je pense que j'avais vu quand même ses premiers albums et qui n'avaient rien à voir, quoi. Les bouquins avec manches très différents. Et du coup, j'étais un peu, voilà, je savais pas trop où aller. Alors qu'avec Blackout, je savais, j'étais vraiment en confiance, quoi. Et parce qu'il y a un côté muse aussi, hein, quand on a un scénariste. Enfin, moi, je trouve c'est important d'être un peu porté par la personnalité, pas que juste par le travail, mais aussi, voilà, ce qu'il y a autour. Hein. Ouais. Et Frédéric, même question. Est-ce que la part d'instinct ou de mystère qu'il y a dedans, c'est de le porter et d'essayer d'en faire quelque chose, ou de le laisser peut-être là aussi se infuser dans l'histoire? Non, ouais, moi c'est ce truc indéfinissable que j'espérais trouver en allant vers elle. Donc ça me paraît. Mais es-tu vraiment cérébrale? Non. Ben non, je suis très instinctive. À mon avis, ça lui échappe autant qu'à nous. Oui. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, bon, elle, c'est vraiment particulier parce que c'est très sensible, hein, ce truc-là, cette espèce de zone instinctive et mystérieuse qui est à la fois très forte, mais qu'on n'arrive pas à définir. Mais moi, je peux être très client de récits, au contraire, très ficelés, très organisés, très construits. Et même dans ce cas-là, il y a quelque chose qui échappe en permanence. Moi, je ne comprends pas ce que je fais, en fait, hein, même quand c'est ficelé et organisé, que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre. Alors là, en plus, quand ce qui arrive est de façon évidente, mystérieuse, je comprends encore moins, mais je fais parce que ce qui compte, c'est la joie de faire tout ça, c'est la beauté, c'est le. Faut vraiment insister là-dessus. Là, en plus, moi, ce qui m'était arrivé, je veux dire, ça se lit tout seul. Les images, elles surgissent à chaque page. Il y avait des images hyper fortes que je me réjouissais simplement de dessiner. Un point, c'est tout. Franchement, c'est pas des fois pas plus compliqué que ça. J'ai probablement compris réellement ce que c'était que l'odeur des garçons affamés. Quand j'ai vu Power of the Dog, je me suis dit, tiens, ce qu'on a fait, c'était Power of the Dog en vachement moins chiant, quoi, quand même. Parce que moi, je me suis bien fait chier, personnellement. Mais le film est intéressant, hein. Mais en fait, c'était ça. Le cœur, c'était ça. Tu l'as vu, le film? Je l'ai vu, moi, j'ai adoré. Ça t'a frappé aussi, cette espèce d'écho? Mais parce que, en fait, j'ai lu une interview de Jane Campion qui disait qu'elle a travaillé avec une psychanalyste jungienne pour faire surgir des images, des visions, parce qu'elle bloquait, notamment sur le personnage principal qui est très trouble. Elle ne savait pas comment le raconter, comment diriger l'acteur, Benedict Cumberbatch. Et elle a fait appel à cette psychanalyste qui lui a débloqué un truc, qui lui a fait raconter ses rêves, et donc elle a accédé à son inconscient comme ça. Mais moi, c'est mon inconscient qui écrit les scénarios, c'est pas moi. Moi, j'organise, je me documente, je rassemble des trucs, je crée je réfléchis avant, je trace des plans et tout ça, mais au moment d'écrire, j'oublie. Et c'est vraiment l'inconscient et l'instinct qui me guident. Et mon inconscient est beaucoup plus intelligent que moi. Et je lui fais confiance. Et juste mon rôle et ma seule intelligence, c'est de ne pas être intelligente. Et c'est de faire confiance, de laisser les clés à cet inconscient qui va nous emmener à un endroit. Et en fait, à la fin, ou même des années après, je comprends ce que j'ai écrit. Oui, tu racontais ça hier, qui est formidable, le livre que tu as fait avec Michael. Je le disais au début, le personnage s'appelle Louis. Et c'est quand quelqu'un, une journaliste, je crois, qui te l'a fait remarquer, que tu as fait « Ah !» Ah oui, c'est vrai, au fait. Je m'appelle Louis, moi aussi. Je trouve ça formidable. Est-ce que toi, quand tu as reçu le scénario, est-ce que tu l'as vu, ça, par exemple? Absolument pas, non, franchement. Non, c'est quand même assez fort. Effectivement, on est resté vraiment totalement interloqué et on se sent peut-être un peu bizarre, quoi, quand on nous a mis devant l'évidence que, effectivement, le héros s'appelle Louis, avec ce prénom, et qu'il incarne une partie du passé de Lou. Donc, non, c'était vraiment stupéfiant, quoi. Ouais. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, des précisions, des remarques? Alors, comment on va faire? Je prends... Merci. Bonjour, ravi de vous écouter.
Vous avez parlé beaucoup de similarités entre les différentes façons que vous avez eues, Lou, de travailler avec ces 3 dessinateurs. Pour vous, quelles ont été, par exemple, les spécificités de chacun de ces travaux dans les différences que vous avez eues dans les relations avec ces 3 dessinateurs? Pour Frédéric m'a dit, je lis un scénario quasi fini. Donc voilà, pas de notes, pas de trucs intermédiaires, pas de reprise. Je veux avoir la vision d'ensemble. Ça s'est passé à peu près comme ça. Je t'ai fait lire les 2 premiers tiers. Et après, tu m'as dit, bah, continue, je veux savoir la fin. Et ensuite, Frédéric m'a dit, maintenant, tu me fous la paix et j'enchaîne les pages. Il y avait ce petit, comment dire, cette demande d'ajout d'un personnage, tu te rappelles? Oui, oui, mais ça c'était dans les discussions d'avant. C'est arrivé quand? C'était avant. Oui, parce que je t'avais pas... moi, je prenais pas de notes parce que je me méfie de ça. Je t'envoie pas de synopsis ou quoi. On se voyait 2 fois, 3 fois par an pour déjeuner et à chaque fois, je te racontais l'histoire, comment ça a évolué. Et c'est un huis clos dans la plaine américaine. Et pour moi, c'est un peu contemplatif et bizarre. Et Frédéric m'a dit, il manque la bombe sous la table. Il faut du suspense, il faut de la tension. Lou, il faut que tu racontes la bombe sous la table. La bombe sous la table, c'est Frédéric qui me raconte l'histoire d'Hitchcock, qui, pour définir le terme de suspense, dit, par exemple, vous filmez 2 types qui déjeunent dans un restaurant, tout va bien, il n'y a aucune tension. Vous filmez ces types, et ensuite vous filmez sous la table, il y a une bombe qui va exploser à tout moment, vous refaites le plan sur les types, et là il y a une tension parce qu'on se dit, quand est-ce que la bombe va exploser? Est-ce qu'ils vont le découvrir avant qu'elle explose? C'est ça le suspense. Et il manquait cette tension-là dans mon scénario, enfin mon histoire à la base. Et donc j'ai rajouté un personnage à ta demande, c'est ce personnage bizarre qui rôde. On ne sait pas trop qui il est, on sait juste qu'il est bizarre et inquiétant. Ouais, et tu rajoutes l'idée géniale que c'est un vampire de cheval. Ouais. C'est-à-dire qu'il suce le sang des chevaux. Ça, c'était une idée incroyable. Ouais, bah ça c'est l'inconscient, c'est pas moi. Hugues, est-ce que... C'était plus une question pour Lou. Alors, Hugues, Prestige Uniforme, le scénario était bien entamé, il me semble. Il était total, complet. Ou fini, oui. Voilà. Il était fini. Donc, du coup, on était un peu en ping-pong. Il me semble que pour Dupuis, il fallait savoir le nombre de pages. Et c'est là que j'ai commencé à compter par rapport aux séquences. Mais c'est la seule fois où j'ai dû le faire. Maintenant, avec l'expérience de l'écriture, j'arrive à évaluer le nombre de pages que ça va faire. Et pour Mickaël, on a beaucoup discuté. J'ai l'impression qu'il y a eu plus d'allers-retours entre nous. En fait. Ouais, disons qu'il y avait aussi... il me semble que tu m'avais livré le scénario qui était abouti jusqu'au bout. Et bon, c'est vrai qu'on a la chance aussi de produire des romans graphiques, ce qui fait qu'en termes de pagination, on n'est pas vraiment contraint. Et effectivement, il y a eu plus d'allers-retours parce qu'on avait aussi... donc, c'est vrai qu'on parle d'étrangeté... de choses un peu mystérieuses, mais là on avait quand même un contexte historique qui était précis, c'est-à-dire le Cambodge, Phnom Penh en 75, donc il y avait quand même un travail à faire en termes de documentation et de replacer en fait les choses dans le contexte de l'époque et faire attention à ce qu'on allait montrer aussi. Donc effectivement, il y a eu peut-être plus d'allers-retours. Je ne me rappelle pas de vraiment de grosses chamailleries en termes de découpage, tout ça, mais c'était plus, oui, effectivement, des petites remarques ou des petites modifications par rapport à ce qu'il fallait montrer et la documentation qu'on avait, qui n'était pas énorme d'ailleurs, parce que ce n'est pas une période qui a été énormément couverte. Voilà, je me rappelle surtout de ça. Voilà. Et pour revenir sur Hugues, pour Blackout, c'était différent parce que ça faisait un moment qu'on en parlait, ça faisait quelques années que j'accumulais de la documentation sur le sujet, et puis à un moment, et j'avais commencé à écrire, en fait j'avais écrit un tiers du scénario, et Hugues m'a dit, là j'ai fini un gros morceau, j'ai fini un bouquin, je suis chaud, ça doit démarrer là tout de suite, sinon l'énergie elle va retomber, et c'est tout de suite. Et je t'ai dit, bon je ne suis pas tout à fait prête, mais je te montre ce que j'ai déjà écrit. Et moi je me disais... j'ai de l'avance, ça va, c'est tranquille, j'aurai le temps de
poursuivre tranquillement ma documentation et écrire. Et en fait, Hugues, il va super vite. Et en fait, il m'a rattrapé très vite. Ce qui fait que j'avais peu d'avance. Il fallait que j'accélère ma cadence, en fait. Et je me suis jamais sentie autant en danger dans l'écriture que là. Parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de recul. Je me disais que ce que je livre à Hugues en termes de scénario, faut pas que je me loupe parce que je vais pas lui demander de refaire des pages. Donc... Et aussi, je pouvais rebondir par rapport à ce qu'il me montrait. Je sais pas, il y a un personnage, le comte, qui est un dealer, le dealer d'Hollywood. Hugues l'a dessiné de manière tellement drôle et tellement bien. Je me dis, ce personnage-là, on va le revoir plus tard en train de vendre de la drogue à des stars. Il y a des choses comme ça qui permettent de nourrir le scénario après. Mais j'ai eu très peur jusqu'au bout. Notre éditeur Sébastien me rassurait en disant non, ça tient la route, ça va, c'est bon, on comprend et ça va. Mais moi j'avais l'impression un peu de courir après un train ou non, de courir devant un train qui me rattraperait et que j'avais peur de trébucher, quoi. C'est vrai que sur Blackout j'étais en sprint, hein. J'ai fini mais rétamé, hein. Je sais pas pourquoi. Non, c'était très bien, mais c'est vrai que je m'étais mis dans un mode mais je crois que tous les deux, on était dans une énergie où il fallait foncer. Fallait y aller, ouais. Et j'ai l'impression que cette énergie-là, elle est dans le livre. Il y a quelque chose d'explosif parce que nous-mêmes, on était un peu au bord d'un gouffre. Quoi. Ouais, non, c'était... Ouais. Vous vous mettiez dans la situation des auteurs quand ils travaillaient dans des hebdomadaires et qu'il fallait livrer à flux tendu. C'est marrant. Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais comme il fait 200 pages aussi, il faut avancer. Dans mon souvenir, j'y étais allé mollo. Puis je pensais avoir vachement avancé, je me suis rendu compte que j'avais rien fait, donc je me suis dit, mais pote, il va falloir te bouger un peu. Et du coup, j'ai lancé le truc. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'après, Puis c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, hein. Moi, quand je suis dessus, je suis dessus. Hein. Je suis pas sur Facebook. Ouais, je bosse, moi. Il faut quand même préciser qu'Hugues est un vrai bûcheron, quoi, dans la catégorie. Il va très très vite. Gros bosseur. Non, je bosse. C'est un bon bûcheron. Aussi, non, enfin, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas? Oui, j'ai une petite question par rapport à l'éditeur hein, dans ce processus de création. À quel moment vous faites intervenir l'éditeur et avec quel support? Vous avez déjà un scénario complètement écrit ou bien vous avez 3 planches de dessinateur et 3 lignes. Il y a beaucoup d'intuition dans ce que vous dites. Alors, les éditeurs aiment bien avoir des choses un peu carrées, rassurantes. Hein. Donc, comment ça se passe? L'éditeur, je lui fais lire le scénario en même temps que le dessinateur. Et puis, il me dit si ça va. Tu avais déjà un scénario pour Blackout? Non. Non. Non, je lui ai fait lire le bout que j'avais écrit, mais après l'éditeur il nous fait confiance aussi. Donc, sauf gros accident où on me dit ah non mais là tu pars dans le mur, il laisse faire et je pense que il fait confiance aussi. Donc là, c'est un accompagnement intelligent qu'on a eu sur ces livres où il y a eu beaucoup de confiance de la part de l'éditeur. Qui n'est pas intrusif, qui contrecarre pas nos plans, qui justement nous laisse libres. On est aussi dans des univers où on a besoin d'être libre. Il faut que les choses elles se déploient et que les éditeurs ils sont au courant de ça, hein, qu'on va faire un récit pas classique, un peu bizarre et même très bizarre, et je pense que c'est pour cette étrangeté aussi là que les éditeurs apprécient notre travail. Mais il y a une dimension très technique, très prosaïque. Il y a un imprimeur, il y a un programme d'impression, il y a des représentants qui vont vendre le livre. Il faut qu'il soit sorti à une certaine date si on ne veut pas rater telle vacances scolaires ou je ne sais pas quoi. Et ça, ça ne rentre pas du tout en ligne de côte dans le travail d'élaboration. Si, mais on prévoit un peu large. Et puis si jamais au milieu, on voit on sera en retard, faut les prévenir à l'avance. Mais le côté décalage, il peut arriver. Le mieux, c'est de prévenir le plus vite possible pour qu'ils aient le temps, justement, de déprogrammer la sortie et tout ça.
Mais on prévoit large. Hein. Mais on est des professionnels. Et on est professionnels. Moi, je n'ai jamais rendu un boulot en retard, monsieur. Ah, on est un peu scolaire, en fait. Non, mais c'est pareil, jusqu'à présent... Professionnel. Non, je sais pas. Michael, tu nous dévalorises. Non. Le fait de... On travaille comme ça en temps... Non, c'est vrai, mais c'est peut-être pas le cas de... Non, mais là, le temps, c'est nous qui le définissons. Hein. Peut-être qu'il y en a qui le faire désirer aussi. Bah, non, mais il nous demande quand même. Tu vois, il nous dit, tu vois ça pour quand? Donc c'est à toi de voir le temps que ça va te prendre. Hein. Ok, vous n'êtes pas des auteurs très compliqués en fait. C'est ça qui est bien. Voilà, moi. Une dernière question. Limite. C'est maintenant ou jamais. Bon, eh bien on va s'arrêter. Ah, monsieur, le retour. Attendez, le micro arrive. Je me demandais, du coup, encore à vous, Lou, est-ce que quand vous avez créé quelque chose avec un dessinateur, une dessinatrice, vous entrevoyez déjà des choses enfin, d'autres projets avec la personne, ou est-ce que, à l'inverse, par exemple, vous avez fait quelque chose avec quelqu'un et vous vous dites ça y est, maintenant je vois un autre style, autre chose avec quelqu'un d'autre. Comment vous voyez la suite de ces collaborations? Moi, ça s'est toujours bien passé avec mes dessinateurs, donc j'ai toujours envie d'écrire pour eux. Ensuite, ça dépend quelles histoires tournent dans ma tête à ce moment-là. Et si ça tombe juste avec eux. Mais après, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. Après l'odeur des garçons affamés, avec Frédéric, on s'est dit, pourquoi pas autre chose, hein. C'est toujours dans l'air, on verra. Enfin, je sais pas. Et il n'y a pas de choses trop arrêtées, trop définies. C'est comme si on recommençait au début. En fait, on discute. Ça peut ne pas aboutir, ça peut aboutir, on ne sait pas trop. Voilà. Mais oui, les auteurs avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours envie de travailler avec eux. Après, il y a aussi la curiosité d'un dessinateur qu'on découvre, hein, qui est nouveau et qui suscite un autre désir d'histoire. Hein. Mais ce qui est beau dans ce métier, c'est d'avoir ce désir toujours vivace et de toujours rencontrer des gens qui donnent envie de raconter des histoires. Moi, je fais plusieurs choses, roman, théâtre et tout ça. Je reviens toujours à la bande dessinée parce qu'il y a toujours des dessinateurs qui me donnent envie d'écrire pour eux. Et moi, c'est mon moteur. C'est vraiment le point de départ de tout projet, en fait. Je crois que ça fait un mot de la fin parfait. Si vous en êtes d'accord. Moi, je voudrais juste remercier mes trois dessinateurs. C'est une grande chance pour un scénariste de travailler avec des gens de grand talent parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est deux et on doit créer un troisième auteur à nous deux. Parce que la chose réussie, c'est quand les deux sont imbriqués. À un moment, Frédéric, tu as dit le scénario, j'aurais pu l'écrire, en fait, et qu'il y a quelque chose de... Et des fois, je ne sais pas, même avec Michael, quelqu'un demandait qui a fait quoi, où on a l'impression que c'est un auteur unique qui a fait les deux, mais c'est là où on réussit, en fait, c'est quand il y a une symbiose tellement parfaite et profonde qu'on crée vraiment un troisième auteur. Ouais, Jean-David, hier, il parlait de l'ego de l'œuvre. Et j'ai trouvé ça très joli. Ça. Après, on termine. Mais c'est parce qu'il a pris la peine de formuler qu'il faut collaborer avec des dessinateurs ou des dessinatrices. Mais il y a des dessinatrices avec qui tu as collaboré? Il y en a eu une. Ah ouais. Mais j'aimerais beaucoup. Très mal passé. J'aimerais beaucoup collaborer avec des dessinatrices. Voilà. Peut-être un jour. On en a parlé avec certaines. On verra. Ok. Voilà, il n'y a pas d'interdit chez moi. Je voulais terminer sur cette question, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession masculine, Lou? Non, c'est le hasard, je ne sais pas. Oui, non, mais je sais bien, c'était pour finir sûr. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous, merci de votre attention.
Et puis, à bientôt. Merci.